Alors, on va attaquer avec le dossier de Caro. Donc, tu vas nous parler de quoi déjà? De l'approche centrée sur la personne et de Carl Rogers. D'accord. Pourquoi ce thème? Ce thème pour plusieurs raisons, mais parce que Podcast Science a besoin d'un petit peu de psychologie de temps à autre. Et puis parce que c'est un thème enfin, l'approche centrée sur la personne, elle s'est développée à partir des années 40 aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un des principaux courants de la psychologie clinique, alors que chez nous, en tout cas dans l'Europe francophone, c'est assez peu développé encore. Mais pourtant, c'est un courant important, non? Oui, oui, comme je disais, alors c'est un des principaux courants. D'ailleurs, il y avait une étude il y a quelques années qui était sortie qui citait Carl Rogers comme le deuxième psychologue psychiatre le plus influent aux États-Unis. D'accord. Mais c'est vrai que chez nous, alors je pense que sur le reste de l'Europe, un peu plus que dans la francophonie. Mais ces idées, elles sont vraiment novatrices. Elles mériteraient qu'on s'y attarde également en Europe francophone. Alors bien sûr, mais alors c'est un courant qui est relativement peu connu, si tu veux, du grand public. Par contre, des psychologues ou psychiatres, il est connu. Et puis, bah, une dernière petite question, et puis j'arrête, je te laisserai présenter ton dossier. T'as dit que c'était l'un des principaux courants en psychologie clinique. Tu peux Oui. nous indiquer en quelques mots ce que c'est que la psychologie clinique, peut-être par rapport à d'autres courants en psychologie? Oui, alors la psychologie clinique, c'est vraiment, ça se distingue par exemple de la psychologie sociale. Donc ça, je crois qu'il y avait eu un sujet de podcast science où tu parlais des biais. Oui, Alors ça, c'est clairement par exemple de la psychologie sociale ou de la psychologie expérimentale ou la psychologie du développement. Psychologie du développement, c'est peut-être plus où on regarde le développement des personnes à travers les âges, les processus de développement. Donc, on peut dire que la psychologie clinique, de manière très schématique, c'est ce qui implique une relation entre un thérapeute et une personne avec des visées thérapeutiques. d'accord. Voilà. Ce que je peux encore juste ajouter sur l'approche centrée sur la personne, ça a été un courant qui a très clairement influencé d'autres approches. Et, voilà, beaucoup d'approches citent l'approche centrée sur la personne dans leur genèse. Mais après, on verra que c'est un petit peu différent quand même. Ça marche. Écoute, j'arrête de t'embêter avec mes questions et on t'écoute. Ok. Alors, pour ce dossier, j'ai décidé de passer un petit peu par la vie de Carl Rogers pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu ce qui l'a amené à développer sa théorie. Donc, comme vous le verrez, la vie de Carl Rogers, elle est assez atypique. Mais ce qui le différencie grandement d'autres grands psychologues ou psychiatres influents, c'est que dès le début de sa carrière de psychologue, il s'est intéressé à ce qui pouvait favoriser le développement positif d'une personne, et son regard s'est particulièrement porté sur la personne du thérapeute. Dès les années 40 déjà, il a cherché à découvrir comment il pouvait parvenir à créer une relation que la personne puisse utiliser au développement de sa personnalité. Donc, lorsqu'on parle d'approche centrée sur la personne, communément, on cite trois qualités dont doit faire preuve le thérapeute. Il s'agit de l'empathie, du regard positif inconditionnel et de la congruence. La congruence ici, c'est à comprendre dans le sens de l'authenticité du thérapeute. Ok. Roger, voilà. Des questions? Non, non, Ah non, jusque-là, ça ah, va. ok. On veut pas d'intervention de nos mathématiciens sur la notion de congruence, d'ailleurs, s'il vous plaît, on va pas perturber le fil. Ah, j'ai pas regardé s'il y avait déjà un dessin, peut-être, non? Pas encore, mais Ah, Mais ça va ça va congruer venir. ferme. ça va pas tarder. Rogers pensait que chaque personne avait en elle la capacité de se comprendre, d'avancer et de savoir intuitivement ce qui est important et bon pour elle. Donc, comme d'autres, Rogers y refuse les conceptions voulant réduire l'être humain à un déterminisme en fonction de ses expériences douloureuses du passé. D'ailleurs, on perçoit déjà ça dans l'appellation même de son approche, l'approche centrée sur la personne. Au début, il a utilisé le terme de centré sur le client ou centré sur l'étudiant dans le cadre de l'université où il travaillait, pour finalement employer centré sur la personne. Donc dès le début, il a mis une nette volonté à donner de la place à la personne, à son autonomie, à sa responsabilité, en refusant la réduction qu'impliquent des termes tels que patient ou malade, qui sont les thèmes normalement employés dans le monde médical, par exemple. Mhm, d'accord. Et puis, donc, il avait d'emblée ce regard bienveillant sur Oui, j'allais dire le patient, non, sur la personne. ouais.
D'accord, mais ça c'est quand même une distinction fondamentale par rapport à d'autres courants pour ne pas les nommer, qui voient en tous des pervers. Oui, oui, on les nommera peut-être un peu plus tard d'ailleurs. D'accord. Donc la vie de Carl Rogers, il est né en 1902 dans la banlieue de Chicago aux États-Unis. Il est le quatrième de 6 enfants et grandit dans un foyer aimant dont l'atmosphère se veut très religieuse avec des règles strictes et des contacts sociaux restreints. Alors que ce jeune Carl a 12 ans, son père décide de changer de profession. D'homme d'affaires reconnu dans la construction mécanique, il devient responsable d'une grande ferme et il est bien décidé à gérer cette ferme de manière aussi scientifique que possible. Un des motifs du déménagement de la famille était que les parents souhaitaient protéger leurs enfants, qui étaient alors tous adolescents, des tentations de la ville. Encouragé par son père, Carl, dans la ferme, il développe de réelles expériences scientifiques qui lui permettent d'acquérir des connaissances méthodologiques. Tout naturellement, au moment d'entrer à l'université, il choisit l'agronomie. En quittant le foyer familial, l'expérience de l'université se révèle très libératrice pour lui. Il s'engage dans un groupe de catéchistes géré par un professeur qui encourage le groupe à prendre ses décisions et qui refuse d'assumer le rôle de dirigeant. Ce premier exemple de leadership participatif a probablement eu un impact sur le développement futur de la vision de Carl Rogers. On verra par la suite qu'il a toujours refusé de se poser en grand penseur, par exemple, de donner des directions aux gens. D'accord. Il était d'emblée pour permettre aux gens de laisser sortir le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Voilà, ouais. Avant la fin de sa 2e année à l'université, il est convaincu qu'il est appelé à devenir pasteur et il change de faculté. Avec une douzaine d'autres étudiants américains, il est désigné pour prendre part à une conférence de la Fédération mondiale des étudiants chrétiens qui se tient à Pékin. C'est un séjour de 6 mois et ce séjour représente une ouverture dans son développement spirituel et intellectuel. Il y développe son autonomie personnelle et découvre une culture totalement différente. Il prend conscience que des gens sincères et honnêtes peuvent avoir des conceptions religieuses et philosophiques très différentes des siennes. Donc progressivement, il rompt avec ses références intellectuelles et religieuses passées, et c'est dans cette expérience de vie de groupe qu'il devient capable d'appréhender et d'apprécier les différences individuelles. Okay. Donc après 6 mois aux États-Unis, après 6 mois à Pékin, il revient aux États-Unis. Et tout en poursuivant ses études en théologie, il s'inscrit à un cours par correspondance de psychologie. Mais comme son but premier est toujours de devenir pasteur, il sert comme pasteur dans une petite ville durant sa première année au séminaire. C'est là qu'il réalise qu'il ne parvient pas à prêcher plus de 20 minutes, et surtout qu'il éprouve de la réticence à imposer ses vues à d'autres et de la répugnance à dire aux autres ce qu'ils devraient faire ou croire. Ce qui est tout de même embêtant pour un pasteur. Hein. C'est pas terrible. Un pasteur non prosélyte. Ouais. Le rêve. Durant sa 2e année au séminaire, donc, Rogers, avec d'autres étudiants, il demande la permission d'organiser un cours officiel sans professeur, dont le programme serait uniquement élaboré à partir des questions des étudiants. Ce cours sans dirigeant se transforme en révélation, puisque lorsqu'ils sont considérés honnêtement les questions soulevées, la plupart des participants, les étudiants donc, se sont distancés de l'engagement pastoral. C'est à ce moment que Rogers réalise que son profond engagement à améliorer la vie sociale des individus l'empêche d'occuper une position qui exigerait de lui qu'il croie en une doctrine spécifique. Évidemment, ça chamboule un peu ses objectifs, ses projets, donc il est assez inquiet par ses découvertes et parallèlement à ses études religieuses, il suit quelques cours de psychologie au Teachers College de Columbia. Au cours de un cours de psychologie clinique qui lui permet de faire des premières expériences avec des enfants perturbés. Okay. Oui. Donc là, il arrête d'étudier la psychologie par correspondance. Il en fait sa matière principale d'étude à partir de ce moment-là. Non, là, il n'a pas encore complètement abandonné les études religieuses. Hein. Il fait les deux en même temps. Okay. Donc voilà, petit à petit, ça germe en lui qu'il faut qu'il fasse autre chose. Donc il prend de plus en plus de cours de psychologie clinique et pédagogique. Et alors là, effectivement, petit à petit, il lâche, il fait plus que la psychologie. Et puis, il va consacrer son travail de doctorat à la création d'un test de mesure de la capacité d'adaptation d'enfants de 9 à 13 ans.
Son intérêt pour le travail avec les enfants lui permet d'obtenir une place à l'Institut de guidance de l'enfant. Il est alors content de prendre un peu de distance avec le Teachers College, très influencé par la psychanalyse. En effet, il se refuse de s'allier à l'un ou l'autre des courants dominants de la psychologie. Ok. Ouais, donc, il avait quand même un problème avec les courants dominants, quelle que soit leur Ouais, nature. absolument, ouais. Ouais, il voulait être un homme libre. Ouais. Pardon, j'ai pas entendu ce que tu as dit, Robin. Je dis, il veut pas savoir ce qu'il pense. Ce qu'il Enfin, il veut pense pas être qui? sûr de quelque Lui-même? chose. Ouais, pour ça, il veut pas être sûr de quelque chose, quoi. Oh, non, non, il va quand même développer quelques certitudes. Attends. Patience. On y vient, alors allons-y. En 1928, il décroche son premier emploi de psychologue au département d'études de l'enfant. C'est un poste où il est mal payé pour un travail dans un domaine sans éclat et loin de la vie universitaire. Et pourtant, il est très satisfait de sa décision, qu'il a prise de manière très intuitive. Ça, c'est un point intéressant puisque plus tard, Rogers insistera pour que chacun fasse confiance à ce qu'il appelle son propre lieu d'évaluation interne avant de prendre une décision ou d'évaluer une situation affective complexe. D'accord, il appelle ça le lieu d'évaluation interne. Ouais, lui, lieu d'évaluation. Ok, Après, moi, j'ai rajouté interne pour que ce soit un peu plus clair, mais d'accord. Donc c'est cette espèce de sentiment que tu as d'être en train de faire la bonne chose. voilà. Voilà. Mhm. Ok. Sa pratique quotidienne lui fait réaliser que dans des situations pressantes, même les théories les plus brillantes ne résistent pas aux tests de la réalité. Moi, je travaille avec des adolescents en centre de jour, ça je confirme, hein. À ce moment-là, il découvre qu'il peut se considérer comme pionnier et prendre le risque de formuler ses propres idées à partir de son expérience et de ses rencontres quotidiennes avec les personnes venues chercher de l'aide. Il passe donc 12 années à Rochester, durant lesquelles on vient à croire que chaque individu est capable de trouver sa propre route. Dès lors, il se rend compte que pour la conduite de la thérapie, la tâche du thérapeute est de se fier au client. Il identifie 4 caractéristiques fondamentales de tout thérapeute, et ces caractéristiques sont l'objectivité, le respect de l'individu, la compréhension de soi et un savoir psychologique. Un savoir psychologique, c'est-à-dire? Une connaissance fondamentale du comportement humain, de ses déterminants physiques, sociaux, psychologiques, ce qu'on apprend en études de psychologie, j'imagine. D'accord. Donc on a dit l'objectivité, le respect de l'individu, La compréhension de soi. la compréhension de soi, c'est vachement intéressant. Ça veut dire que ouais, tu dois tu dois savoir comment tu fonctionnes avant de pouvoir comprendre l'autre, c'est ça? Voilà, ouais, je pense que c'est cette qualité-là, caractéristique-là, qui va l'amener ensuite à parler de la congruence du thérapeute. D'accord. Mhm. Sur laquelle je reviendrai après, hein. Mhm. Mhm. Ok. Donc en 1939, bien qu'il soit engagé comme directeur du centre de guidance, il accepte un poste de professeur à l'université de l'État d'Ohio. Et dès la prise de ses nouvelles fonctions, il est très actif et productif. Il organise des stages en consultation et en psychothérapie, il participe à divers comités et propose de nombreuses publications et conférences. Il critique les vieilles méthodes et s'intéresse aux nouveaux domaines de la psychologie et à une nouvelle conception de la psychologie dont le but n'est pas de résoudre des problèmes, mais davantage d'aider les individus à grandir et à mûrir pour mieux s'intégrer dans la vie en général. Parmi les autres aspects qu'il aborde, il y a l'importance accordée aux sentiments et aux émotions plutôt qu'aux aspects cognitifs d'une situation. Il y a l'attention portée au présent plutôt qu'au passé et l'importance essentielle de la relation thérapeutique elle-même comme élément primordial dans l'évolution de la personne. D'accord. La relation thérapeutique, donc ça veut dire pas forcément ce que le thérapeute va raconter ou ce qu'il va comprendre ou le framework de pensée dans lequel il va placer son analyse, mais vraiment la relation comme, je sais pas, une relation d'amitié, quoi. La relation entre les deux personnes. C'est la question c'est pour ça qu'il s'est basé un peu sur le thérapeute, en disant que si le thérapeute est authentique et sait développer une atmosphère de confiance et une relation authentique, alors forcément c'est thérapeutique pour le patient, j'allais dire, mais la personne. Mhm. D'accord. Il commence à se faire une place dans le milieu et il sort son deuxième ouvrage, Counseling and Psychotherapy, qui reçoit un accueil assez divisé du public.
considèrent cet ouvrage très novateur et intéressant, alors que d'autres se sentent menacés dans leur position de thérapeute tout-puissant face aux patients. Son rôle de professeur à l'université se démarque également clairement de celui de ses confrères. Il manifeste encouragement et respect envers ses étudiants qu'il traite en égaux, leur permettant souvent d'évaluer eux-mêmes leur travail. C'est-à-dire qu'il n'était pas fan de mettre lui-même les notes aux étudiants, par exemple. Juste, pardon, je me permets, mais j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps de l'expérience de l'université de Vincennes, qui ressemblait énormément à ce genre de choses. Je sais pas si Ça me dit rien du tout. ça dit rien du tout. C'est une Bah, c'était université qui a fermé par la qui a suite. fermé en 81 Ok. ou en 80, je sais plus par là. Qui Et est où il y plus ou avait moins- juste... Pardon, désolé, vas-y. Non, vas-y. Enfin, moi, ce que j'en ai Je- entendu, je- c'est exactement ça. C'est-à-dire que les étudiants discutent avec le prof et du contenu du cours et de l'évaluation, etc. Enfin, c'était assez proche, quoi. Très inspiré des Ok, idéaux mais de l'université a 68. fermé. Et l'université a Oui, fermé. c'est plus ou moins devenu Paris 8, en fait, je crois. Enfin, je crois que Paris 8 a été ouverte à la suite de la fermeture de l'université de Vincennes, mais sans en reprendre les méthodes pédagogiques qui étaient très post-68 on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, Oui, mais ouais. ça fait beaucoup penser à ce que. Enfin, Oh, bon, moi, oui, carrément, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est fou de penser qu'un système qui n'a pas fonctionné dans les années 80, enfin moi j'interprète ça comme voilà, la société n'était pas prête. En fait, il essaie déjà de mettre ça en place dans les années 30 et 40. 45, ouais. Ouais. qui a pas marché. Enfin, après, les avis sont divisés. Hein. Il y a beaucoup Ouais. de gens qui sont passés par cette université qui se sont battus pour qu'elle reste ouverte. C'était un D'accord. choix Oui, politique c'est ça. de la fermer. Non, et puis il y a d'autres courants comme ça, je pense. Ah, Si il y on... a quelqu'un qui dit sur la chatroom que Vincennes n'a pas été fermé mais transféré à Saint-Denis. D'accord. Mais par contre, je pense, si on pense au niveau de la pédagogie, je pense que toute la pédagogie de Montessori, c'est vraiment cette idée-là aussi. Hein. Alors Ouais. c'est tout petit, ça commence chez les tout petits, mais c'est vraiment cette idée qui est pareille. On va peut-être reprendre le fil de la Pardon. narration. On était un peu avant les années 40, c'est ça? Ouais, on était au début des années 40. Mhm. Ouais. Donc en 45, il rejoint l'université de Chicago pour créer un centre d'aide personnelle ou un centre de consultation. Et fidèle à ses principes et croyant que la capacité du groupe à trouver sa propre route, il refuse d'exercer son autorité de manière habituelle et œuvre à établir un climat démocratique où le partage du pouvoir devienne réalité. Il rencontre néanmoins des difficultés pour que l'administration de l'université accepte son refus de diriger le centre de manière traditionnelle. Hmm. Évidemment. Ouais. Ah bah, enfin, je pense qu'il secouait le cocotier un peu fort quand même. Oui, oui. Ensuite, dans son troisième ouvrage, en 1951, qu'il appelle Client-Centered Therapy, il traite des applications de l'approche centrée sur la personne, non seulement à la thérapie individuelle, mais aussi à la thérapie par le jeu, au travail de groupe, au leadership, au rôle administratif, à l'enseignement et à la formation. Son livre remporte un énorme succès et en 1956, il reçoit le prix de la contribution scientifique décerné par l'American Psychological Association. Durant ses 12 années d'activité au Centre d'aide de Chicago, il contribue largement à démystifier les relations thérapeutiques et à les rendre accessibles à un public plus large que uniquement celui des chercheurs scientifiques. C'est à cette période qu'il élabore ce qu'il appelle les conditions nécessaires et suffisantes pour un changement thérapeutique personnalisé. Donc, ces conditions nécessaires et suffisantes, je les évoquerai un peu plus loin, je les explique plus loin. D'accord. En 1961, il publie On Becoming a Person, un de ses ouvrages les plus connus encore aujourd'hui, qu'il propulse du jour au lendemain sur le devant de la scène. Il lui apporte une réputation et une influence bien au-delà du monde professionnel de la psychologie. Il profite de ce succès pour quitter l'université et rejoindre en Californie un de ses anciens étudiants qui avait créé l'Institut des sciences du comportement de l'Ouest. Et il était principalement intéressé par la recherche avec une orientation humaniste. Considéré à ce moment-là dans toute l'Amérique comme un vieux routard de la rencontre, il s'engage à fond dans les groupes et retrouve plaisir à travailler avec une population dite normale. Il fait confiance à la sagesse des petits groupes avec la même assurance que celle qu'il a pour les clients individuels. Il découvre qu'il lui est aussi possible d'utiliser le cadre des groupes pour son propre développement. Il exprime de mieux en mieux ses
propres sentiments et prend davantage de risques personnels dans ses relations. Ces changements s'accompagnent d'un intérêt croissant pour l'application des principes de centration sur le client à d'autres structures que le cabinet de thérapie. Ok. D'autres structures? Bon, je pense que tu vas nous en dire un petit peu plus. Oui, je vais dire un peu plus. Au groupe en particulier, ouais. D'accord. Je profite de la petite pause pour dire qu'on a un nouveau dessin dans la page de live. Finalement, Nico est vraiment inspiré. C'est un canapé sur pattes qui bougonne en disant ouais, la vraie révolution de thérapie, ça reste moi, le divan. Pas mal du tout. Ok. Ensuite, Roger quitte l'Institut pour fonder avec d'autres le Centre de recherche sur la personne. C'est un centre qui réunit très vite 40 personnes, toutes venues de disciplines différentes. L'organisation du centre est telle que chaque membre est libre de faire ce qui l'intéresse, tout en bénéficiant de personnes se trouvant dans les mêmes dispositions. C'est dans ces conditions que Rogers poursuit une vie professionnelle très active pour les 20 prochaines années. Au cours de cette dernière période, Rogers ne revient que très épisodiquement sur les problèmes de la psychologie individuelle, son intérêt se portant de plus en plus vers les soucis de la vie de tous les jours ou vers les problèmes auxquels se trouve confrontée la communauté humaine tout entière. Ok. Je t'interromps juste une seconde pour un petit souci technique. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui tape sur son clavier, puis à chaque fois qu'il tape, ça coupe le son de Caro. Ça doit être moi, pardon. D'accord. Si tu parles pas, tu peux te mettre en mute. Ouais, pas de problème. Magnifique, merci. Voilà, désolé, Caro. Donc c'est un truc de mathématicien finalement. C'est ça. On devrait vous interdire de clavier. Voilà, Caro, désolé, tu peux reprendre. Je disais donc qu'il est passé donc de la personne au groupe, et puis là il passe du groupe un peu à un souci pour toute la communauté humaine. Carrément, bon, ambitieux le garçon. C'est pendant cette période, et souvent avec l'aide de sa fille Nathalie, qui était aussi psychologue, qu'il entreprend une série de stages de grands groupes, où son approche est appliquée à des groupes de 75 à 800 personnes. 75 à 800 personnes. Des groupes de 800 personnes? Alors ça, effectivement, c'est assez particulier, hein. Je pense que l'impact est évidemment pas le même si tu as 60 personnes que si tu en as 800. Mais par contre, il y a effectivement, dans l'essence même de ce qu'il apporte, c'est une manière de faire qu'il a réussi à développer parmi effectivement des très grands groupes aussi. D'accord. Donc c'est pas une faute de frappe, voilà. Ok. Il se sert de plus en plus de l'expression centrée sur la personne lorsqu'il applique son approche à des structures autres que la psychothérapie. Cette évolution le conduit finalement à envisager sa méthode dans le cadre de conflits internationaux. Et effectivement, dans les dernières années de sa vie, Rogers se montre très soucieux de faire quelque chose pour la paix mondiale et pour le dépassement des frontières culturelles et raciales. À plus de 70 ans, puis plus de 80 ans, Rogers traverse le monde et répand ses idées là où les tensions et conflits forment une réalité quotidienne. Il a par exemple été présent en Irlande du Nord, en Afrique du Sud, en Pologne, en Russie et ailleurs. Dans chaque pays, il parle de son œuvre, mais aussi il participe activement à des stages ou à des séminaires de manière à ce que les gens aient la possibilité, même brièvement, de réagir les uns aux autres d'une manière centrée sur la personne. Donc c'est aussi dans ce contexte-là qu'il y avait des très grands groupes, hein. D'accord. À la fin de 1985, par exemple, il parvient à réunir en Autriche un certain nombre de dirigeants importants de 17 pays dans le cadre d'une conférence sur le défi de l'Amérique centrale. Cette conférence est un bel exemple de son engagement à œuvrer pour la paix mondiale. D'ailleurs, quelques mois avant sa mort, Rogers affirmait que son activité pour la paix faisait partie de ses toutes premières priorités. Lorsqu'il meurt en 1987, il vient d'être proposé pour le prix Nobel de la paix. Ah, ça, c'est un mauvais timing. Sinon, il y a un dessin de Nico sur l'université Paris-Vincennes ou sur Université démocratique, voter, et là, on propose deux choix. D'un côté, devoir surveiller, et de l'autre côté, vacances. Voilà. Je ne crois pas si bien Nico, parce qu'en fait, moi, je suis diplômée de Saint-Denis-Vincennes. Tu as quand même choisi les devoirs surveillés. Ok, on revient au fil de la vie de Carl Rogers. Désolé.
Donc, au fil de sa vie, ben, il a écrit finalement 16 ouvrages et plus de 200 articles. Il a lutté toute sa vie contre le dogmatisme et les rigidités théoriques et pratiques. Parmi ses importantes contributions, on peut noter le counseling, les groupes de rencontres, les grands séminaires, ce qu'on appelle les workshops de communication personnelle et interpersonnelle. Il s'est montré également un précurseur en ce qui concerne les modalités fines d'évaluation et des processus de formation qui favorisent l'autonomie et la progression personnelle. Dans le domaine de la recherche, sa voix non directive a également permis de nombreux développements. Je pense notamment au développement de ce qu'on appelle les enquêtes, les sondages, etc. Ah, c'est épatant, quoi. Je suis scotché au récit de sa vie. Ouais, je pense que maintenant tu vas nous parler un petit peu de la théorie à proprement parler. Quelques fondements théoriques, mais avant, il y a Nico qui nous fait l'honneur d'un nouveau dessin très étendu, si je puis dire, sur le divan. Et qui déprime. Excellent. Ce titrait ouais, très vite Karl Rogers s'est occupé de la Terre entière. Ok, donc les fondements théoriques. Les fondements théoriques, alors je vais passer comme ça quelques concepts en revue. Le premier concept, c'est ce qu'il a appelé l'actualisation. C'est-à-dire, comme énoncé précédemment, Rogers pensait que chaque être humain est en mesure de savoir ce qui est bon pour lui. Donc selon lui, il existe chez tous les organismes vivants une tendance à l'actualisation ou à la réalisation de soi. Cette tendance à l'actualisation représente un des fondements de l'approche centrée sur la personne, comme s'il y avait une confiance qu'il existe chez chacun une force directionnelle constructive allant vers la réalisation de son potentiel. D'accord. Donc c'est assez clair. Hein, il faut que je... Ouais, c'est cette idée que tout le monde doit pouvoir s'en sortir. Ouais, une tendance, si tu veux, à un développement positif. D'accord. Après, effectivement, pour que cette tendance puisse s'exprimer, il y a ce qu'il a appelé les conditions nécessaires et suffisantes. Ok. C'est marrant d'avoir appelé ça actualisation. Enfin, c'est un mot qui évoque pas grand-chose spontanément. Oui, alors je pense que, enfin, je me suis pas posé la question, mais quand tu le dis comme ça, je pense que ça tient ou il pensait que les gens n'étaient pas bien, enfin, étaient malades ou qu'il y avait un malaise quand les gens n'arrivaient pas à être en accord avec leur ressenti et puis leur représentation de leur ressenti. Du coup, je pense que le processus d'actualisation, c'est de remettre ce décalage. D'accord. Peut-être, hein, je pense ça comme ça maintenant, hein, mais voilà. Ok. Donc, en approche centrée sur la personne, le thérapeute est convaincu que les individus et les groupes sont en mesure de définir leur propre but et de décider de leur propre cheminement. C'est un point intéressant dans les contextes relatifs à l'enfance, la formation ou le monde professionnel où les systèmes dominants ont tendance à manifester un besoin constant de contrôle, de guidance et de surveillance. Donc on voit que dans le contexte des années 50, où les courants principaux et dominants étaient ceux de la psychanalyse et du behaviorisme, Rogers se démarquait quand même assez clairement par son approche résolument humaniste, positive et bienveillante. D'accord. Et puis alors ces fameuses conditions nécessaires et suffisantes. Alors, elles sont au nombre de 6, bien que, comme je le disais communément, on retient empathie, congruence et regard positif inconditionnel. Alors, les 6 qu'il a développés, la première, c'est qu'il faut l'existence d'un contact psychologique entre deux personnes, c'est-à-dire simplement une relation entre deux personnes. La deuxième, c'est l'existence chez la première, donc chez la personne appelée client, d'une discordance intérieure, d'une vulnérabilité ou d'une anxiété. Voilà, concrètement, c'est l'état du client quand il se présente au moment de l'entretien ou de la thérapie, la raison qui le pousse à aller en thérapie. Ouais, c'est qu'il va mal, quoi. Il n'est pas bien dans ses pompes. Comme je disais, c'est qu'il y a une divergence entre le véritable vécu de l'organisme et la manière dont le sujet se représente ce vécu. La troisième condition, c'est l'existence chez la seconde, donc le thérapeute, d'une concordance intérieure, appelée congruence, ou d'une véritable intégrité relationnelle. C'est l'authenticité relationnelle du thérapeute. D'accord. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire... alors, je vais donner un contre-exemple peut-être.
ne pas être congruent, ce serait de sourire au patient ou à la personne en lui disant oui, oui, je comprends, alors qu'en fait, il est en train de penser dans sa tête, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Voilà. C'est D'accord, donc c'est d'être authentique dans la relation, c'est ça que ça veut dire. Et puis d'être au clair, le thérapeute doit être au clair sur qu'est-ce qu'il est en train de vivre et pourquoi s'il a des idées qui lui viennent ou des choses qu'il ressent, Mhm. savoir que ça lui appartient à lui et que c'est pas ce que la personne amène en face. D'accord. Ok, donc ça, on a vu 3 points. Ensuite, la quatrième condition, c'est l'existence chez le thérapeute d'une considération ou d'un regard inconditionnellement positif. Donc ça, ce serait l'opposé d'une attitude d'évaluation, par exemple. Ça Ok. veut, ça- le regard inconditionnellement positif, ça ne veut pas dire que tout est joli, tout est rose, et puis tout le monde il est gentil. Mais c'est plutôt de dire que quoi que la personne décide d'aborder, c'est acceptable et ce ne sera pas jugé. Mhm. Parce qu'il part du principe que si le thérapeute juge ce que va lui amener la personne, elle va stopper son développement. D'accord. Elle va être influencée, elle va plus pouvoir aller dans le sens où elle aimerait aller elle-même. Mhm. C'est clair? Ouais, ouais, ça me semble assez clair, ouais. La condition suivante, c'est l'existence chez le thérapeute d'une compréhension empathique du système de référence propre au client et la volonté de lui faire partager cette compréhension. Ça, on dit souvent, c'est entrer dans l'univers intime du client comme s'il s'agissait du sien, mais sans jamais perdre de vue le comme si. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément très important dans le sens où le thérapeute doit absolument rester dans le système de référence de la personne. Sinon, il devient directif, sinon il l'amène dans ses schémas à lui et puis il quitte. Là, il est plus centré sur la personne. Mhm. D'accord. Donc c'est ouais, c'est une forme très poussée d'empathie finalement, mais tout en gardant un regard, un Ah, regard ouais, extérieur à distance. Ouais. Mhm. D'accord, là ça faisait 5, hein, si j'ai bien compté. tu as bien compté. La dernière, c'est la perception, même embryonnaire par le client, de la compréhension empathique et de la considération positive inconditionnelle que lui porte le thérapeute. C'est-à-dire que la personne doit percevoir un petit peu cette atmosphère particulière et ce regard particulier du thérapeute. Ok. C'est ce qui va lui permettre de se sentir en confiance. Oui, et puis justement de ne pas être jugé et qui va l'encourager à tenter de découvrir ce qui se passe en lui de manière sans jugement en fait, sans se dire mon Dieu c'est horrible, mais juste de dire bah c'est simplement. D'accord. Ok, bon, tout ça, moi, c'est des valeurs qui me parlent, ça me plaît bien, mais finalement, est-ce que ça a été validé par la science? Est-ce qu'il y a eu des recherches? Alors effectivement, Rogers, lui, il disait que son cœur balançait vraiment entre la science dure, si tu veux, les méthodes, etc., et puis la science du comportement, l'humain, avec tout ce que ça implique de rondeur quelque part. Mhm. Donc lui, il est quand même issu de la science hein, au départ. Il disait qu'il aimait les statistiques, qu'il aimait les méthodes, qu'il aimait poser des hypothèses, les vérifier, etc. Donc ça a vraiment été euh, dans le fond de son esprit quand il a lui-même fait ses propres recherches. Donc la théorie et la recherche ont occupé une place centrale durant les 35 premières années de carrière de Rogers. Et d'ailleurs, conjointement, comme je l'ai dit avant, avec deux confrères, il a reçu en 1956 le prix de l'American Psychological Association en reconnaissance d'une contribution scientifique de premier plan. Alors, je vais dire quelques mots un petit peu sur ces recherches, Mhm. justement. Avec plaisir. Donc, ça, ces premières recherches, c'est la fin des années 30, début des années 40. Rogers, avec un de ses étudiants, avait mis au point leur propre dispositif d'enregistrement. Ils avaient donc enregistré puis retranscrit une centaine d'entretiens. Et puis en 1942, ils ont publié intégralement le cas d'un patient, enfin, d'une personne. Et ceci a permis aux professionnels de prendre conscience de l'apport considérable de ce nouvel outil et de faire progresser la psychothérapie. Donc pour resituer dans le contexte de la fin des années 30 et le début des années 40, pour procéder à des enregistrements intégraux des entretiens, Rogers et son comparse avaient besoin de deux phonographes.
dont le second prenait le relais du premier toutes les 3 minutes environ, ceci pendant qu'on retournait et enlevait les disques. Très pratique pour des trucs d'une heure. Hein. Oui, il fallait vraiment vouloir enregistrer les sessions. Pourtant, ils l'ont fait et très rapidement. Ils ont rassemblé une collection de plus de 400 disques double face. Et cette technique s'est ensuite développée et heureusement améliorée. Et sa diffusion a entraîné de nouvelles impulsions pour les recherches de Rogers, comme pour celles d'autres psychologues ou de chercheurs. Après l'enregistrement, la transcription de ces entretiens permettait ensuite la conduite de recherches plus systématiques, d'étudier chaque échange, d'en observer l'impact sur le patient, ses réactions, etc. Et puis, il trouvait aussi que cette technique était très utile pour la formation des futurs thérapeutes à l'université. Là, une des premières choses, je crois, qu'il avait étudié à ce moment-là par ce moyen, avec ce dispositif, c'était les temps de parole. Et puis ça a été repris dans de nombreuses études après, où on voit que, par exemple, je crois que c'était dans les courants de la psychanalyse, par exemple, on réalise que les temps de parole du thérapeute sont nettement plus élevés que le temps de parole de la personne, du patient, alors que dans les approches humanistes et en approche centrée sur la personne en particulier, les temps de parole de la personne sont évidemment bien plus importants que le temps de parole du thérapeute. Ok. L'analyse de ces enregistrements a permis une nouvelle compréhension des concepts de résistance et d'insight, par exemple. Donc la résistance, ça représenterait une sorte de force psychique activée par le patient afin de ne pas accéder à son propre inconscient. Une sorte de résistance aux propositions et interprétations du psychanalyste. La résistance, c'est un concept qui a été développé par la psychanalyse. Hein. En ce qui concerne la résistance, phénomène trop souvent imputé à la personne et souffrant du jugement du thérapeute, Rogers et ses collègues arrivent à la conclusion que le thérapeute est entièrement responsable de cette résistance, qu'elle résulte d'une investigation trop poussée ou d'une interprétation prématurée, par exemple. En tous les cas, en approche centrée sur la personne, lorsque la personne manifeste des résistances, c'est que le thérapeute n'a pas su écouter suffisamment finement ce qui lui était dit. C'est vraiment un renversement total du paradigme. Oui, oui. Ouais. Et puis donc, tu as dit deux notions, l'autre c'était l'insight, c'est ça? Oui, l'insight. Alors l'insight, on peut aussi dire que c'est la compréhension de soi en quelque sorte. Et là aussi, les enregistrements ont permis de repérer clairement les progrès de l'autocompréhension et de l'évolution positive de la personne, entretien après entretien, ou comment sa perception et sa représentation d'elle-même se modifiaient au cours du processus de la thérapie. D'accord. Donc Rogers, il a largement contribué au développement de la recherche, en particulier sur l'efficacité des thérapies et la place du thérapeute, ainsi que sur ce qui lui permettait de développer sa conception de l'être humain. Il a également travaillé au développement de différents outils d'évaluation. Au cours de ses recherches, il a évidemment recherché à découvrir si ce qui n'était au départ que des hypothèses pour lui était susceptible d'être validé. Là, je pense par exemple aux conditions que j'ai énoncées avant. Donc, dès la fin des années 40, il s'est aussi intéressé aux travaux de ses contemporains. Par exemple, il estime que les 6 conditions nécessaires et suffisantes pour le développement positif d'une personne font l'objet de validation. Il cite entre autres des travaux qui confirment la place centrale de la communication empathique et de l'importance du regard positif inconditionnel, perçu comme tel par la personne. Il recourt à la même démarche pour ce qui concerne les caractéristiques du processus thérapeutique. Et cette démarche lui permet de retrouver la validation chez des auteurs différents et variés. Évidemment qu'il a aussi cherché à faire ses propres validations, hein, mais je trouve intéressant qu'il ait cherché aussi chez les autres s'il y avait comme ça des choses qui se retrouvaient. Donc, au fil du temps, l'approche centrée sur la personne s'est développée dans des domaines autres que la psychothérapie, et le courant humaniste en psychologie a grandement bénéficié de son influence. D'ailleurs, le psychothérapie humaniste se mesure par le fait que nombre de leurs concepts ont été largement repris. On peut retrouver certaines de ces idées dans de nombreuses autres approches. Dans les années 80, il y avait la reprise d'éléments des thérapies humanistes par la psychanalyse relationnelle, l'entretien motivationnel, voire les thérapies cognitivo-comportementales. Et plus récemment, c'est la psychologie positive qui a repris des postulats humanistes,
ou encore dans les recherches actuelles, on retrouve une grande place laissée à l'émotion, intégrée, alors que pour Rogers, elle était intégrée comme déjà fondamentale dans tout le début de sa pratique, en fait. D'accord. On a une question de Pingouin dans la chatroom qui demande comment on évalue scientifiquement le résultat d'une thérapie. Si c'est la satisfaction du patient ou qui, au fond, est une mesure subjective. C'est- il y a beaucoup, ça c'est une très bonne question pertinente à laquelle je ne vais pas répondre probablement. Mais non, il y a pas mal de moyens de voir. Alors, il y a, si on veut, la satisfaction du patient. Il y a aussi de voir son fonctionnement dans les différents milieux dans lesquels il évolue. Après, évidemment, on peut juger que c'est subjectif, hein, ça. Mais voilà, il y a beaucoup d'échelles de satisfaction qui existent, ou Mhm. d'échelles de fonctionnement. Il y a notamment une échelle qui est beaucoup utilisée qui s'appelle l'échelle de fonctionnement global. Après, Donc, l'échelle de fonctionnement global, c'est quoi? C'est une série d'indicateurs qui oui, permettent de voir si quelqu'un va bien ou pas, en gros, dans ses comportements. dans différents domaines de la vie, que ce soit dans les relations aux autres, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans des fonctions très spécifiques, par exemple, ou dans des... Voilà, enfin, de la question, je sais plus, là, je suis en tête, par exemple, Mhm. de l'hygiène, ou de comment il gère son temps, ou de ses niveaux de stress. Enfin, c'est assez large. Et puis, c'est une cotation, sauf erreur, qui va de 0 à 100, avec des paliers très précis et décrits. Donc, en général, on peut trouver, je crois, en recherche aussi l'évaluation du patient, mais aussi l'évaluation en termes de l'entourage. Ça, je pense, enfin, moi, je connais plus le domaine de l'adolescence, mais chez les enfants, il y a beaucoup de ça. C'est des grilles d'évaluation qu'on fait passer soit à l'enfant, soit d'observation par le thérapeute, soit encore des parents. Mhm. Après, il y a toujours effectivement la question de l'empreinte dans le temps de cette modification finalement des thérapies, hein. Et puis c'est là où moi je pense qu'il y a des différences d'une approche à l'autre sur la longévité des changements finalement. Ok, ouais. Bon, on a Boubar dans la chatroom qui dit que la subjectivité, dans ce cas, est-ce que c'est réellement, enfin c'est une question qu'il pose, est-ce que c'est réellement un problème? Il dit dans la mesure où on se veut centrer sur la personne, j'imagine que son ressenti est à prendre en compte forcément. Ce qui me semble au fond assez juste, quoi, même s'il n'y a pas forcément d'indicateur objectif, à partir du moment où la personne est venue pour un problème, enfin se sentait pas bien à cause d'un problème et puis qu'elle se sent mieux après et qu'elle a plus ce problème, c'est déjà pas mal au fond. Ouais. Mm. Ok, bon, et puis alors, enfin, j'imagine que tout ça a quand même été passé à la moulinette de d'autres scientifiques. Est-ce qu'il y a encore des études actuellement qui s'interrogent sur cette approche? Sur cette approche, oui, mais en fait, depuis quelques années, je dirais une dizaine d'années, on retrouve aussi beaucoup l'idée de comparer en fait les psychothérapies, de voir celles qui sont, s'il y a des approches qui sont plus efficaces que d'autres. D'accord. Et puis, bah, les études actuelles confirment ce que Rogers avait avancé depuis de nombreuses décennies, à savoir l'importance de l'empathie et de la relation thérapeutique. Et puis là, on retrouvera dans le dossier quelques auteurs. J'ai mis aussi une ou deux études qui Mhm. a les intervenants les plus efficaces en psychothérapie sont ceux qui arrivent à créer une relation significative de qualité avec les clients. Une méta-analyse d'un autre auteur, Cooper, il y a quelques années, présente les preuves du caractère central des facteurs liés à la relation pour la réussite des thérapies. Il y a un autre auteur, Van Polt, qui avance que 8% de la variance du changement thérapeutique s'explique par l'utilisation de techniques spécifiques et que 92% s'explique par des facteurs communs à toutes les psychothérapies. D'accord, c'est énorme comme proportion. Enfin, 92%, donc c'est 92% pour nos amis français. Euh, ça veut dire que ouais, finalement, la technique du thérapeute compte moins que la qualité de la relation qu'il va pouvoir mettre en place avec la personne. Ça. Et puis c'est là où moi je trouve, enfin,
Alors évidemment, moi je suis un peu fan de Rogers, mais c'est là où je trouve qu'il fait très fort, parce que ça, c'est des études qui sont très récentes, qui finalement confirment ce que lui avait comme intuition dès les années 30 ou 40, quoi. Mhm. Et puis, lui, il a dit, je crois que ça a été un des tout premiers à dire, c'est la relation qui est thérapeutique. Et quand ça se confirme comme ça par des études des dizaines d'années plus tard, moi, je trouve ça tout à fait, c'est fascinant. Mais ça veut aussi dire, ben voilà, que l'être humain, il est complexe, les personnes sont variées et que chaque approche convient à des personnes et ne conviennent pas à d'autres. Et ça, Mhm. Ouais, c'est assez dingue. Comment ça s'appelait déjà, cette petite voix intérieure à laquelle il faut faire confiance quand on sait qu'on fait le bon truc, là, apparemment, il, c'est une situation. il le savait en ce qui le concerne. Mais moi, je suis persuadée qu'on le sait tous, hein. Mais comment ça s'appelle, t'as dit? Le lieu d'évaluation. Voilà, le lieu d'évaluation. Ouais. Ouais. Mais pour moi, le lieu d'évaluation, ça peut être simplement une boule au ventre quand on sait qu'on fait quelque chose on devrait pas faire. Mhm. On commence par là, enfin des petites choses comme ça, quoi. Enfin, d'abord, merci pour ce dossier, là, t'es arrivé au bout, hein. Parfait. Moi, ça m'inspire quelques questions. D'après ce que je comprends, en fait, les enseignements, les conclusions de Rogers sont aujourd'hui reprises par un peu tout le monde, quoi, par tous les courants, y compris la psychanalyse. Oui, alors c'est là qu'il faut, selon moi, mettre de la nuance. C'est-à-dire qu'après, tout le monde est convaincu que c'est la relation qui est thérapeutique, tout le monde est convaincu de l'empathie et du non-jugement. Mais ensuite, enfin, en tout cas, moi, ce que j'observe étant dans le milieu et travaillant avec des gens d'approches différentes, c'est que ce qu'on met derrière ces mots varie quand même passablement si on est d'une approche ou d'une autre, en fait. Euh, je pense, ce qui change pour moi, parce que par exemple, l'entretien motivationnel, depuis les années 80, on parle beaucoup de l'entretien motivationnel, notamment dans les domaines de l'alcoolologie et des dépendances, pour faire changer rapidement les gens, les faire évoluer rapidement, et quitter des comportements de dépendance. Mais en fait, alors eux, ils se disent, l'entretien motivationnel se dit être clairement inspiré de l'approche centrée sur la personne, mais si on regarde vraiment le fondement et le fonctionnement, pour moi, c'est deux choses différentes. Mhm. Alors après, ça, c'est de la finesse, mais l'approche centrée sur la personne requiert vraiment, de la part du thérapeute, d'être persuadé que l'autre en face, il a les compétences et que nous, on est juste là pour l'aider à faire un bout de chemin. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de suprématie comme ça où on dit à la personne ce qu'elle doit faire. Ça veut dire aussi qu'on jamais on voit l'autre comme une victime qui n'est pas en mesure de trouver elle-même les solutions. Et je pense que ça, dans d'autres approches, c'est nettement moins le cas. Mhm. Ouais. Et puis, ça marche pour tout le monde, pour tous les types j'allais dire de public, enfin, je sais pas comment dire, tous les types de problématiques psychologiques qu'on peut rencontrer. Alors oui, oui, oui. Après, c'est vrai que suivant effectivement les pathologies, et si on pense à des grosses pathologies, c'est vrai que rares sont les approches qui travaillent en solo. Euh, Si je pense par exemple où moi je travaille donc dans un hôpital de jour pour adolescents, hôpital psy. C'est vrai qu'on va pas être que dans une approche et puis il va rarement y avoir un seul thérapeute. Donc forcément, c'est la complémentarité ensuite qui est intéressante aussi. En tout cas, moi, je suis persuadée que ça peut fonctionner avec quel que soit le profil de personnalité qu'on a en face. Pour autant que la personne en face ait envie d'avancer, hein, forcément. Mais bon, j'imagine qu'elle viendrait probablement déjà pas en thérapie si elle n'avait pas envie de s'en sortir, non? Je suis pas sûre. Je pense qu'il y a des gens qui vont en thérapie en voulant vraiment une solution clé en main. Qu'on leur dise quoi faire et puis qui se- euh, Ouais, d'accord. Donc il faut quand même y mettre du sien, quoi. Ce qui est tout marrant, à- c'est que ça fait vachement penser à plein de trucs sur la pédagogie, quoi. Oui, tout à fait, ouais. C'est vraiment complètement en lien avec plein de choses qui existent, où effectivement, c'est s'adapter à chacun, que chacun le comprenne à sa façon, en prenant son temps, enfin, et avec, à partir du moment où ils ont la motivation, etc., c'est très très proche, quoi. Oui, oui, c'est pour ça que je parlais en pédagogie de Montessori, parce Ouais, que ouais. c'est
On a des sons bizarres là. T'es toujours avec nous, Caro? Oui. Ouais, là j'entends. Ouais. Et moi aussi, j'entends D'accord. Entendez? Ouais, mais il y a comme un petit sifflement en même temps. Je soupçonne Robin quand même. Ah non, Robin? non, 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 j'ai pas branché mon micro. D'accord. Bon. C'est Robin qui disait qu'il n'avait pas branché son micro. Ouais. mais on l'entend. Non, non, mais c'est mon micro qui siffle. Bon, on a une réflexion aussi dans la chatroom lancée par Barbe qui dit il ou elle a l'impression que de plus en plus on a mis de côté le côté absolu de la médecine et que maintenant on s'adapte à chaque personne et puis que ça marche aussi au niveau pharmacologique, psychologique ou autre. Mhm. Le côté absolu de la personne. Le côté absolu du thérapeute en l'occurrence ou du soignant. Mais ouais. Du coup, ce qui est marrant, c'est que ça donne l'impression qu'effectivement, enfin, la science, c'est quand même essayer de faire des généralités d'une certaine manière, quoi. De faire des trucs qui marchent tout le temps, quoi. Et là, c'est dire qu'en gros, il faut s'adapter à chaque fois. Donc c'est. En fait, ce que lui, Rogers, il disait, il était vraiment persuadé du caractère unique de chaque personne. Et puis c'est vraiment de dire que c'est pas possible. Alors évidemment, après, il y a quand même des tendances qu'on retrouve, hein, puis la psychologie du développement l'a montré, mais chaque personne est unique, chaque personne, ce qu'elle va développer, son monde intérieur est unique. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que lui disait que quand on aide la personne à retrouver ce caractère unique et à être en accord avec, et à le reconnaître, c'est alors à ce moment-là qu'elle va se rapprocher des valeurs universelles. Mhm. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, mais c'est aussi à remettre dans le contexte de la psychologie et de la psychiatrie ces 30 dernières années, notamment le développement du DSM. Vous voyez ce que je veux dire, le DSM, c'est le manuel diagnostique en santé mentale, ou alors en France, ou en Europe, on utilise plus la classification internationale des maladies, la CIM. Et c'est vraiment réussir à définir une pathologie en une page avec des critères précis. Puis, ah voilà, il y a ces critères-là, donc cette personne, elle a ça. Et ce qui permet pas du tout de l'aider en plus, quoi. Alors, ça, On sait mettre un nom, mais après, enfermer la personne dans un diagnostic, ce qui est quand même, moi, je trouve assez dangereux. Moi, je me posais encore une dernière question, et puis après, je crois on va en rester là. Tu disais que en Europe francophone, Mhm. l'approche avait moins de succès. C'est aussi en Europe francophone que la psychanalyse ouais, vit encore ces derniers jours. Enfin, je crois qu'un peu partout sur la planète, à part peut-être en Argentine, c'est une approche qui a été abandonnée, mais en France, en Suisse romande, la même chose d'ailleurs. Elle garde ses lettres de noblesse. Est-ce que tu crois qu'il y a un rapport? C'est la chasse gardée des psychanalystes qui empêche l'approche centrée sur la personne de se développer en Europe francophone? Je pense qu'il y a beaucoup de ça, oui. Oui, je pense que voilà, la France défend quand même beaucoup la psychanalyse, s'agite beaucoup là autour, enfin voilà, Lacan, etc. C'est vrai qu'on retrouve ça, on retrouve plus ça ailleurs. Un archaïsme caractéristique des zones francophones. Il y a un certain manque d'ouverture à ce qui s'est fait ailleurs ou d'autres. Simplement, être persuadé de l'utilité d'une démarche intégrative. On n'a pas obligé de dire c'est super ce que font les autres, mais juste d'accepter qu'ils peuvent le faire et puis que ça joue aussi. Mhm. Mais je pense aussi qu'il y a un problème au niveau de la formation, mais ça va de pair, hein, on est d'accord. Mais je pense pas qu'on ait vraiment des formations qui soient suffisamment poussées en approche centrée sur la personne. Mais par contre, il y a beaucoup d'orientation psychanalytique dans dans les courants de formation encore? Oui. D'accord. Oui, ben, moi je travaille dans le service de psychiatrie, de pédopsychiatrie où je travaille, c'est quand même le courant dominant, la psychodynamique. Alors après, le service se veut défendre trois approches, mais l'approche principale, c'est clairement la psychodynamique. Et la psychodynamique, c'est... Issu de la psychanalyse, si tu veux, c'est quand même, on parle quand même de défense, on parle quand même ouais, de mécanismes de défense, etc., avec les principes développés par la psychanalyse. Qui est, c'est là où on dit, alors, l'approche centrée sur la personne, tout le monde en dit, on parle d'empathie, on parle de non-jugement, mais par contre, la conception de l'humain qui est derrière, elle est vraiment différente si on parle de psychanalyse ou même si on parle de systémique, hein, qu'un autre courant
ou des techniques cognitivo-comportementales, la vision de l'humain derrière, elle est complètement différente. Bon, il y a de quoi faire encore 3 ou 4 dossiers, c'est ça? À titre informatif, je me demande d'ailleurs si à Paris, l'université qui a un gros département qui rassemble pas mal de défenseurs de la psychanalyse, c'est pas justement Paris 8 dont on parlait tout à l'heure. Non, non. Non, de Paris 8 se veut clairement intégrative. Ah d'accord, je dis une bêtise. Dans ce cas, ça doit être Paris 7. Il me semblait que c'était l'un des deux, mais je... 5, non? Ah non, je sais plus. Une bataille de chiffres complètement inattendue. Ok, bah écoutez, je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui.